Pe 1 și 2 noiembrie la București se desfășoară conferința femeilor din francofonie, creație, inovație, antreprenoriat, creștere și dezvoltare, femeile se impun, création, innovation, entrepreneuriat, croissance et développement, les femmes s'imposent. Aceasta este tema acestei conferințe care și-a propus nimic altceva decât să creeze, printre altele, o adevărată rețea de femei care să intervină fiecare la nivelul său pentru a crea o planetă puțin mai primitoare pentru femei. Și am marea plăcere de a fi astăzi alături de Michaëlle Jean, care este secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Michaëlle Jean, merci infiniment de votre disponibilité. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer, très honorée de vous rencontrer aujourd'hui et surtout de parler de ce sujet qui est très important pour nos sociétés, l'égalité des chances, le droit de la femme. Pourquoi cette conférence se déroule aujourd'hui à Bucarest? J'aime dire Bucarest la magnifique, parce que c'est un vrai plaisir d'être de retour dans cette ville tout à fait splendide. Cette ville qui témoigne aussi d'une très grande ouverture sur le monde. Je la trouve chaque fois plus dynamique. Et Bucarest n'aura jamais vu autant de femmes entrepreneurs francophones rassemblées. Et elle peut s'enorgueillir. Parce que c'est sans hésitation, lorsque je suis venue en Roumanie en visite officielle et que j'ai rencontré le président Iohannis, qu'il a vraiment souhaité soutenir et accueillir cette conférence, parce qu'il a été fait aussi l'un des champions, en anglais he for she, en français lui pour elle, par ONU Femmes. Il prend à cœur, il a vraiment à cœur cette question de la condition des femmes et de l'égalité femmes-hommes. Est-ce que nous pouvons faire un portrait de la femme sur la planète aujourd'hui, du moins sur la planète francophone? Je dirais que déjà, de réunir ici des centaines de femmes entrepreneurs, et ce qui est formidable, c'est de voir avec quel enthousiasme et un très grand nombre elles se sont inscrites pour être au rendez-vous de Bucarest. Et ce qu'elles ont en commun, c'est une opiniâtreté. C'est beaucoup de courage, c'est beaucoup d'énergie. Les femmes portent les économies de leur pays, qu'elles soient du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, peu importe. Sur la planète, l'on sait à quel point les femmes participent à l'essor économique de leur pays. Malheureusement, ce qu'elles ont aussi en commun, c'est la difficulté de trouver des investissements et des fonds pour faire fructifier leur initiative économique. Et cela, c'est saisissant. Si vous regardez, par exemple, la place des femmes sur les conseils d'administration des entreprises, je veux dire, elles sont très peu nombreuses. Si vous cherchez aussi sur la planète le nombre de femmes chefs de grandes entreprises, là encore, elles sont très peu nombreuses. Et pourtant, partout, elles portent des activités économiques, elles portent des initiatives économiques, elles portent des très petites et moyennes entreprises. Elles le font avec succès, mais il leur reste encore à être davantage reconnues et que les institutions financières aient la volonté d'investir dans ce qu'elles produisent. Et elles partagent cette situation avec les jeunes. Elles sont malheureusement très souvent cantonnées à l'informel. On parle souvent du paradoxe des femmes dans l'économie, en fait. Elles portent sur leurs épaules, dans la plupart des pays, l'économie du pays. Par contre, elles ne sont pas reconnues. Pourquoi aujourd'hui on est encore là? C'est un non-sens. C'est un non-sens, c'est un scandale, je dirais. Parce que c'est un gaspillage. Cela crée un déficit de perspective, cela crée un déficit aussi d'énergie, de participation. C'est un vrai gaspillage, alors que tout le prouve, que ce soit les études réalisées par l'OCDE, les études réalisées par le Fonds monétaire international, le FMI, par les entités de recherche sur le sujet. Tout prouve que lorsque l'on investit dans les initiatives économiques, les entreprises qui sont portées par les femmes et par les jeunes, cela a un impact positif direct sur la croissance du pays et sur le PIB. Donc, alors, c'est à se demander pourquoi l'on persiste ainsi à laisser, je dirais, dans la marge, ces forces économiques réelles.
et qui sont aussi des forces d'innovation, des forces d'avancement et de progrès, et dans tous les domaines, qu'elles soient des femmes en milieu rural ou en milieu urbain. Alors, notre rôle à nous, comme organisation internationale, c'est de convaincre aussi les institutions financières de changer d'attitude. C'est d'agir sur les mentalités, de leur dire qu'alors qu'elles hésitent à investir dans ce que portent les femmes et les jeunes comme acteurs économiques et acteurs de développement, sous prétexte que c'est à trop haut risque, tel est leur point de vue, que en ne le faisant pas, en n'investissant pas, en ne les soutenant pas, en ne les accompagnant pas, elles nous font courir, ces institutions financières, les plus grands risques. Parce qu'elles viennent freiner le rythme de croissance des pays, elles viennent freiner des moteurs économiques qui sont essentiels pour le développement humain et économique durable. Quand on parle de la femme, souvent, dans ces situations-là, on parle d'un plafond de verre. Oui. Un plafond vert qui ne laisse pas, on les voit, mais on ne le laisse pas monter dans la société. C'est un non-sens, comme vous le dites. C'est un non-sens. Mais a-t-on au moins trouvé une toute petite réponse à toutes ces questions durant les dernières années? C'est un blocage. C'est un blocage psychologique qui vient de la part des hommes ou de la part de qui? Qui vient beaucoup de la part des hommes, puisqu'ils dominent dans ce domaine. Et c'est de leur faire comprendre, et heureusement, il y a de plus en plus d'hommes qui font preuve d'intelligence en étant en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui réalisent que ne pas inclure les femmes, c'est un déficit majeur, et qui finalement représente un facteur de risque très grand. Donc, ce que l'on sent, c'est une plus grande ouverture, mais ce blocage, ce verrou, il faut absolument le faire sauter, ce verrou. Et vous savez, c'est là aussi ce qui nous a inspiré le titre et le thème de entrepreneuriat. Donc, création, innovation, entrepreneuriat, croissance, développement, les femmes s'imposent. Et quand l'on dit ça, c'est dire à quel point les femmes prennent leur place. C'est-à-dire qu'elles sont en train d'investir aussi ces espaces où on ne les attend pas, où on ne les réclame pas. Elles y arrivent quand même, elles prennent leur espace, elles créent des entreprises, elles sont vaillantes, elles sont courageuses, elles débordent d'idées. Et en même temps, dire les femmes s'imposent, ça veut dire que les inclure aussi s'imposent, parce qu'autrement on fait fausse route. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un peu à nos auditeurs qu'est-ce qui se passe sur cette planète francophone qui réunit 900 millions de personnes, 800 millions de personnes. Oui. Donc, on peut dire que, 400 millions de femmes, non, si on fait un petit calcul, mais il y a des différences énormes entre ce qui se passe dans les pays occidentaux et ce qui se passe dans certains pays d'Afrique ou ce qui se passe dans des pays du Moyen-Orient. En fait, quels sont les problèmes que les femmes rencontrent sur les continents? Je dirais que d'une part, les femmes sont éprouvées par la discrimination, par beaucoup d'injustices, parce que ne pas les inclure est une injustice profonde. Les préjugés engendrent aussi énormément de discrimination. Et pourtant, elles font leur preuve de leur efficacité, de leur fiabilité. Les femmes inspirent confiance. Il y a encore, je dirais, dans le monde, et j'étais il y a quelques jours à peine au Conseil de sécurité des Nations Unies pour en témoigner, et la session était entièrement consacrée à la résolution 1325 et de toutes les autres résolutions qui en 17 ans ont suivi celle-là. Et la résolution 1325 essentiellement disait une chose: d'une part, combien les femmes sont victimes des pires violences et sont affligées par les pires violences en situation de conflit, de tension et de guerre, des violences innommables, aujourd'hui encore. Et de dire à quel point il est important d'inclure les femmes et de s'assurer de la participation des femmes pour le maintien de la paix, pour la stabilité, pour la sécurité, et dans toutes les occasions où une médiation est nécessaire pour arriver justement à la paix et à la stabilité et à la sécurité. Donc, et c'est une question je dirais,
de performance et d'efficacité, parce que les femmes inspirent confiance, parce que les femmes ont ces qualités. Et les femmes n'ont même pas attendu cette résolution 1325 prise au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2000. Déjà, elles ont fait la preuve de leur capacité de s'engager en ce sens pour renforcer la cohésion sociale dans leur milieu, dans leur quartier, dans leur ville, dans leur région, dans leur pays. Et c'est absolument formidable de voir combien les femmes d'elles-mêmes, sans qu'on le leur demande, portent cette responsabilité et le font remarquablement, et on en connaît l'impact. Donc, je dirais qu'il y a encore de cela dans le monde. Il y a encore cette situation où, lorsque certains, par exemple, lorsque des hommes décident d'annihiler une nation, d'annihiler un peuple, ils s'en prennent avec énormément de violence, d'abord aux femmes. Et je tiens à dire à quel point, malgré tout, ce que je trouve chez les femmes, c'est cette capacité extraordinaire de s'organiser, de créer un espace associatif, de prendre leur place, de penser toujours au bien commun. Dans tout ce que les femmes engagent, c'est toujours pour l'intérêt général, c'est toujours pour le bien commun. Et ça, c'est assez remarquable de voir cette capacité qu'elles ont de faire société ensemble et de répondre présente face à toutes les, je dirais, tous les défis dans le monde. Et de la même façon que j'aime parler d'une francophonie des solutions, j'aime parler aussi d'une francophonie des femmes. Et dès lors que l'on dit une francophonie des femmes, on dit une francophonie des peuples, une francophonie inclusive. Et il faut de cette gouvernance inclusive qui s'assure que personne ne soit laissé dans la marge et que toutes et tous soient inclus. Comment la francophonie peut-elle concrètement aider des femmes du Moyen-Orient qui vivent aujourd'hui sous la tutelle de leur mari, de leurs frères ou, mais pas que du Moyen-Orient, vous savez. Non, mais juste pour donner un exemple au Moyen-Orient ou en Afrique, certains pays d'Afrique où on parlait juste au début de l'automne du mariage, du problème des mariages des mineurs, mariages forcés des jeunes et d'autres problèmes qui existent sur la planète. Il y a toutes sortes de façons de chercher à dominer les femmes et à les contraindre. Et c'est un problème universel, c'est partout. On peut parler, oui, de systèmes de mariage forcés qui entraînent des petites filles à être mariées de force et à se retrouver aussi avec des grossesses précoces qui mettent vraiment en danger leur santé. On peut parler aussi de ces violences qui sont faites, je dirais, à l'intégrité physique et psychologique des femmes. On parle de mutilation et tout cela. Mais on peut parler aussi de violence conjugale. On peut parler aussi de ces femmes qui tous les jours sont sous la violence psychologique, la violence physique, et qui dans notre monde et dans toutes les classes sociales et sur l'ensemble de la planète vivent ces situations qui finissent, je dirais, par les amener à douter d'elles-mêmes, qui finissent par, je dirais, par les freiner dans leur émancipation, dans leur épanouissement et dans ce qu'elles ont à offrir aussi à la société. Parce qu'il y a un coût social, il y a un coût économique aussi à la violence faite aux femmes. Donc, alors, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons beaucoup, nous, l'Organisation internationale de la francophonie, avec tous nos partenaires internationaux aussi, à faire en sorte que nous portions avec les femmes la défense de leurs droits et de leurs libertés. Ce travail, il est essentiel. Et vous voyez ici, à cette conférence où nous avons décidé de rassembler au premier chef des femmes entrepreneurs. C'est pourquoi? C'est pour dire que l'autonomisation économique des femmes passe aussi par le respect et la pleine reconnaissance de leurs droits. Et c'est de tout cela dont nous allons discuter. Nous ne pouvons pas dissocier l'indépendance financière des femmes, leur autonomisation économique, du respect de leurs droits et de la responsabilité aussi des États à faire valoir la pleine reconnaissance des femmes dans leurs droits et dans leurs libertés. Donc c'est un travail de longue haleine, mais dont l'on voit aussi déjà les fruits. Il y a aujourd'hui une génération de femmes, je dirais, et ça se voit aussi au niveau même des prises de conscience, du niveau de conscience des populations, qui, je veux dire, ne s'en laissent plus imposer. Donc, moi, je suis confiante. Je suis confiante lorsque je vois une mobilisation telle que celle que nous accueillons ici à Bucarest. Et je remercie la Roumanie d'avoir accepté d'être et de porter pleinement ce rendez-vous, et qui montre, rien que par l'enthousiasme, la volonté des femmes et ce qu'elles portent,
que le monde est en train de changer. Ce 21e siècle, j'en suis persuadée, est un siècle des femmes. Vous voyez, celle qui vous parle et qui est secrétaire générale de la francophonie, j'ai été élue et je suis la première femme à porter cette responsabilité pour cette organisation internationale. Eh bien, je ne suis pas seule. Je connais 3 autres organisations internationales multilatérales partenaires qui sont aussi portées par des femmes. Et vous savez, le Commonwealth, qui est porté par Patricia Scotland, le secrétariat général ibéro-américain, qui a à sa tête Rebecca Greenspan, la communauté des pays de langue portugaise, qui a à sa tête Maria do Carmo Silveira, notre premier réflexe à toutes les 4 a été « nous allons faire alliance ». Nous avons lancé un appel pour un humanisme universel et nous nous sommes dit « nous allons unir nos efforts et nous allons porter une feuille de route ensemble ». Nous donnons l'exemple, parce que c'en est assez aussi de tout cet éparpillement des organisations internationales, des agences internationales qui sont chacune pour elles-mêmes, chacune sur leur territoire. Nous pensons qu'il faut une approche différente, multipartenariale, en faisant corps, avec un multilatéralisme plus robuste, plus solidaire et plus rassemblé. C'est ce que vous attendez de cette conférence à Bucarest aussi, créer un réseau, oui. Un réseau de femmes francophones sur la planète. Comment est censé de fonctionner ce réseau de femmes francophones? Alors ce réseau, premièrement, il est hautement réclamé par les femmes. Les femmes entrepreneurs, comme tout entrepreneur, disent quoi? Il faut absolument que l'on puisse être en lien les unes avec les autres, les uns avec les autres, parce que d'une part, ce qui est essentiel pour nous, c'est ne pas être isolé. Ça, c'est une règle fondamentale pour tout entrepreneur. Deuxièmement, pouvoir établir des partenariats entre nous, pouvoir établir des maillages et se dire, moi je produis cela, toi tu le fais aussi. Comment on peut y penser ensemble? Comment on peut s'allier pour rejoindre des marchés ensemble, pour ouvrir aussi des débouchés ensemble, les dégager ensemble? C'est essentiel. Et ça va être formidable de pouvoir dire, le réseau des femmes entrepreneurs de la francophonie naît à Bucarest. C'est formidable. Parce que pour les femmes, ce sera une façon de plus de partager leurs meilleures pratiques, d'apprendre aussi, les entrepreneurs le savent, hein, l'échec n'est pas la fin des choses, c'est le début, parce que c'est dans l'échec aussi que l'on apprend à se relever et à se redresser. Elles ont cet ADN, elles ont cet ADN de la prise de risque, de l'audace, elles ont envie de se rencontrer, elles ont envie d'en parler, et en plus, elles partagent une même condition. Vous savez, c'est saisissant de voir ça. Qu'elles soient du Nord, qu'elles soient du Sud, comme je vous le disais, ou de n'importe où au monde, les femmes entrepreneurs se heurtent au même mur, c'est-à-dire la capacité d'obtenir vite les fonds, les crédits nécessaires pour lancer leur entreprise, pérenniser leur initiative et aussi avoir des investisseurs qui soient au rendez-vous. Et là, je pense que ce qui va s'entendre d'ici va aussi lancer un message très très fort vers les institutions financières, parce que c'est lorsque l'on arrive, je dirais, à faire corps, que l'on réussit à faire bouger les lignes davantage, et en plus avec l'aide et le soutien, l'accompagnement également d'hommes intelligents, qui sont des alliés des femmes. C'est un signe d'intelligence et c'est très important. J'allais vous poser la question, quelle place laisser aux hommes dans toute cette affaire des femmes? Alliance, une place vraiment de partenaire à part entière, à part égale avec les femmes. Partenaire à part entière et à part égale avec les femmes. Et les femmes, elles disent la même chose. Nous voulons être des partenaires à part entière et à part égale. Et c'est comme ça qu'on avance davantage. Pas dans l'isolement, pas dans le cloisonnement, pas dans le chacun de son côté, pas dans le déficit de participation et d'apport et de perspective. Mais on réalise et on accomplit beaucoup plus quand on est ensemble. Cela va de soi. Parce qu'autrement, écoutez, que les hommes décident de faire, bande à part, ils restent entre eux, bah, c'est se priver de plus de la moitié du monde, quoi. Alors, et en plus d'une énergie extraordinaire. Les femmes, elles en ont. Elles ont plein d'idées. Et elles sont toujours sur l'innovation. Et elles ne reculent jamais devant rien. À preuve, malgré les difficultés, elles continuent d'exister. Elles continuent d'exister. Et puis, elles ont ce sens aussi du collectif, du faire ensemble, de rassembler les idées, de se dire c'est jamais fini, on va trouver une solution. Parce que au nombre d'obstacles que nous avons à contourner tous les jours, parce que naître femme, c'est un combat. Nous naissons dans le combat, nous le savons. Donc, nous sommes des résistantes. Nous sommes là toujours en nous disant, bon voilà, là ça bloque, on va faire en sorte, stratégiquement, de faire sauter le verrou. Vous avez toujours senti ça? Oui. Vous, personnellement, dans votre vie, vous êtes senti investi d'un rôle, de défendre quelque chose sur
la voix des femmes, en tant que... vous êtes ancienne gouverneure générale du Canada. Oui. Je veux dire, vous avez eu un parcours absolument extraordinaire. Au fait, je vais vous dire, moi, je pense que je suis allée à la grande école des femmes. Déjà, ma grand-mère. Ma grand-mère se retrouve veuve, avec 5 enfants, en Haïti. La première chose qu'elle fait, elle se dit, bon, je ne resterai pas sous le diktat des frères. C'était comme ça. Vous êtes veuve, tout de suite, les frères arrivent et ils veulent vous organiser les choses. Elle dit non. Elle a quitté son village, elle est rentrée dans la capitale à Port-au-Prince avec sa machine à coudre, hein, et elle s'est mise à produire des vêtements, à coudre des vêtements qu'elle allait vendre au marché. Elle voulait s'assurer d'une chose, que ses 5 enfants, filles et garçons, aillent à l'école. Ça a porté ses fruits, je ne vous dis pas. Mes oncles, mes tantes, ma mère, tous instruits. Alors que ma grand-mère venait d'un milieu très modeste, très modeste. Ils ont grandi, oui, avec très peu de moyens, mais riches d'une chose extraordinaire, qui est l'éducation. Ma mère, même chose, se retrouve exilée, forcée de quitter son pays, réfugiée politique, se retrouve seule. Vous aviez 11 ans quand vous avez quitté J'avais 11 ans. Haïti. Nous arrivons au Canada, comme des milliers d'autres familles. Nous fuyons un régime dictatorial d'une très grande violence. Et je peux vous dire ce que cela signifie que d'être réfugié, d'être migrant, de repartir à zéro, sans rien, sans même reconnaissance, je dirais, de votre éducation, de votre parcours et de votre profession. Ma mère s'est retrouvée en usine à travailler avec d'autres femmes immigrantes, mais vraiment ça a l'air très très bas, mais sans jamais se plaindre. Et disant toujours, oh tu n'as pas aidé ma fille. Des femmes extraordinaires qui sont dans cette usine. J'apprends tellement d'elles, etc., etc. Et elle-même qui était éducatrice, hein, elle se met dans cette manufacture à l'heure de la pause, à enseigner le français à ces femmes immigrantes qui venaient d'un peu partout, qui étaient portugaises, qui étaient italiennes, qui étaient de pays arabes et tout, parce qu'elle dit, tu sais, il faut qu'elle parle français. Nous sommes au Québec où la langue officielle est le français. Elles ne sortiront jamais de ce lieu-là si elles ne parlent pas la langue. Donc, vous voyez, déjà, elle a ce sens de l'engagement. Elle se dit, je vais faire aussi avec elle et pour elle. Elle n'est pas humiliée de se retrouver, je veux dire, dans un milieu finalement qui est en deçà de ses cordes professionnelles. Pas du tout. Elle fait œuvre commune, elle fait œuvre utile et elle ne se plaint jamais. Nous sommes repartis de zéro, dans une situation de très grande précarité. Eh bien, sans jamais baisser les bras et en se disant, bon voilà, c'est un passage, mais on va se battre, et puis bon, je deviens un jour gouverneur général et commandante en chef du Canada, et c'est ça aussi, et en vous disant cela, je vous passe un message, parce que je sais que je touche à une question qui est très importante de nos jours, je touche à la question des migrants. Je touche à la question des réfugiés. Il faut savoir que lorsque nous arrivons quelque part et qu'on nous accueille, nous avons beaucoup à offrir. Nous arrivons en situation de grande vulnérabilité, de fragilité, mais nous arrivons avec tellement à offrir, une volonté de faire, de contribuer, de participer à l'édification de ce pays qui nous accueille. Et c'est ce que nous faisons. Donc, je peux vous dire que qui eût cru qu'un jour, cette petite fille réfugiée qui était une statistique finalement sur une liste, dans une case X, Y ou Z, n'est-ce pas, aurait pu un jour porter aussi à la face du monde les destinées également et les projections du pays qu'il a accueilli. Donc c'est ça. Au fait, c'est ça aussi les femmes. Hein. Mais quel est votre secret? Excusez-moi, quel regard vous portez sur votre parcours? Beaucoup, je dirais, une volonté de toujours apprendre avec l'autre et de l'autre. Une très très grande ouverture au monde, un héritage très fort aussi qui me vient du courage de ces femmes que j'ai eu à croiser un jour dans ma vie et qui m'ont tant donné. Je vous ai parlé de ma grand-mère, de ma mère, mais je peux vous parler aussi de toutes ces femmes que j'ai accompagnées pendant plus de 10 ans, alors que j'œuvrais en toute ardeur pour la défense des femmes victimes de violences conjugales au Canada. J'ai fait partie des femmes qui ont construit le plus vaste réseau de refuges d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales et pour leurs enfants. Et nous l'avons fait sur tout le Québec, qui est un territoire immense, qui contient plusieurs fois la France, et aussi sur tout le territoire canadien. Et nous avons aussi fait bouger les lignes. Nous avons su
agir sur des mentalités, faire voter de nouvelles lois pour la pleine reconnaissance des droits de ces femmes. Et ça a été formidable, d'une part, d'être à cette école-là, hein, où l'on apprend tout sur tous les plans, hein, de la justice, je dirais des droits, des libertés, de l'économie aussi, parce que ces femmes avaient besoin de se réinsérer professionnellement dans la vie et de gagner leur autonomie aussi et leur indépendance économique. Mais ça a été assez formidable, même d'être au contact également du courage, de la résistance et de l'expérience de ces femmes à ce moment-là en situation de crise qui avaient subi cette violence qui les chassait de chez elles et les mettait en situation de grande précarité avec leurs enfants, quoi. J'aimerais bien entendre pendant ces 2 jours d'autres histoires comme la vôtre. Il y en aura plein. Ici à Bucarest, il y a plus de 450 oui. invités. Écoutez, je vais même vous dire, on en attendait, oui, 450. Déjà, il en vient et elles sont au rendez-vous plus de 600. Plus de 600, ce qui est un sacré casse-tête, hein, n'est-ce pas? Et attention, je dirais que c'est un grand succès alors. C'est un grand succès. Mais en plus, elles ont été presque 1000 à s'inscrire. Et nous avons réussi déjà, pour les 600 qui sont là, à vaincre aussi la grande difficulté de la mobilité, la question des visas. Pour les femmes du Sud, hein, les entrepreneurs du Sud, femmes ou hommes, c'est un vrai casse-tête, c'est un vrai dilemme, circuler pour pouvoir aller, comme tout entrepreneur a besoin de le faire, dire voilà ce que j'ai à offrir, voilà ce que je produis, je cherche à identifier les marchés, à établir des partenariats et des maillages. La mobilité. La mobilité, c'est un vrai sujet. Et nous, dans la francophonie, il va falloir qu'on trouve une solution face à ce défi. Parce que si les entrepreneurs du Nord ont carte blanche, voie ouverte pour circuler partout et vendre dire leur offre et trouver les marchés et arriver sur les marchés, déboucher sur des marchés, eh bien pour ceux et celles du Sud, ça reste un vrai problème. Parce qu'il y a toutes sortes d'amalgames, il y a toutes sortes de préjugés. Or, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'entrepreneur en soi veut une chose, c'est uniquement, faire fructifier son entreprise chez lui ou chez elle. L'entrepreneur ne cherche pas asile. L'entrepreneur n'est pas un terroriste. L'entrepreneur n'est pas une menace. L'entrepreneur est un acteur de développement et de croissance. Donc, c'est du tout bénéfice, c'est du tout positif. Et ça devient finalement, cette difficulté de mobilité pour ceux et celles du Sud, une perte pour ceux et celles du Nord également. Parce que finalement, la possibilité de se rencontrer, c'est du gagnant-gagnant. L'impossibilité, c'est se priver de quelque chose. Vous attendez de cette conférence un vrai plan d'action francophone pour l'autonomisation pardonnez-moi, économique des femmes, donc des vraies réflexions sur beaucoup de sujets. Certains, on n'arrive même pas à les formuler, tellement il y en a. En fait, non. Je pense que pendant les réunions les réunions de l'après-midi, de chaque après-midi, de chaque matinée, il y aura quand même des thèmes à débattre. C'est-à-dire qu'on a tenu à ce que soient présentes et en présence des femmes qui sont de tous les horizons. Qu'elles soient des femmes agricultrices en milieu rural ou des femmes qui sont dans les nouvelles technologies, ou des femmes, par exemple, des industries culturelles et créatives. Toutes les filières seront là, représentées, des très petites aux moyennes entreprises et parfois plus grandes. Il y a aussi la présidente de Maurice qui est là. Il y a aussi... par exemple, la prix Nobel tunisienne. Présidente de l'Union tunisienne de l'industrie. Oui. Exact, qui est une femme d'affaires tout à fait accomplie et qui est à la tête vraiment de l'Union de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Merci beaucoup. Voilà. Je n'aime pas les acronymes, donc je suis contente qu'on les dise au complet. Donc, des chefs de file et en même temps, des femmes qui sont, parfois aussi de l'artisanat. Bref,
toutes ces femmes de tous les milieux. De tous les milieux. Elles ont beaucoup à apprendre les unes des autres. Elles vont mettre en partage. Elles vont parler aussi des enjeux, des défis, des difficultés, comme des accomplissements, des réussites, des réalisations. Et finalement, cela va nous permettre aussi de définir un plan d'action, parce que des décideurs politiques seront là aussi, des ministres, hommes et femmes. On aura également des parlementaires qui seront là. Et les parlementaires, c'est important, parce que ce sont les parlementaires qui font voter les politiques, les lois, des politiques incitatives, par exemple, pour favoriser l'entrepreneuriat, sont nécessaires, quoi. Pour lever aussi certaines lois qui pénalisent les femmes, y compris les jeunes entrepreneurs. Donc, nous allons sortir de là avec un plan d'action, en plus du réseau, comme vous le disiez tout à l'heure, de ce réseau des femmes entrepreneurs de la francophonie. Et ce qui veut dire que lors de notre prochaine rencontre, où nous avons toujours une concertation ministérielle, donc aux Nations Unies, le 8 mars, c'est une tradition, nous pourrons porter ensemble ces recommandations, ces résolutions, cette déclaration et ce plan d'action. Ce sera assez formidable. Une dernière question. Qu'attendez-vous de la Roumanie dans ce contexte ? Et quelle est sa place, en fait, dans cette francophonie entrepreneuriale, je dirais que féminine ? La Roumanie découvre une chose aussi et revient à une chose importante. Et elle le dit souvent, et ça a fait partie des discussions que nous avons eues lorsque je suis venue en visite officielle l'année dernière, c'est que la Roumanie veut réactiver ses liens avec notamment l'Afrique. La Roumanie a formé beaucoup d'Africains. Donc la Roumanie a déjà ces ramifications qu'il faut, je dirais, revitaliser avec l'Afrique, qui est un continent émergent, qui est un continent de toutes les possibilités. Et la Roumanie comprend qu'en réactivant sa coopération et même ses liens, je dirais, d'échange économique avec le continent africain, et notamment l'Afrique francophone, elle a tout à y gagner. Parce que d'autres déjà sont à pied d'œuvre pour le faire. L'Allemagne, la Chine, la Turquie, je vous passe le patronat français, le patronat canadien. Tout le monde est là, tout le monde a compris. La Roumanie comprend aussi cela, et la Roumanie a cette grande chance d'avoir déjà eu des liens historiques. Ça, c'est une première chose. D'autre part, la Roumanie est un pays qui compte dans l'espace francophone. La Roumanie est dans la région de l'Europe centrale et orientale, et vraiment, je dirais, un pôle. La Roumanie a accueilli un sommet, la Roumanie a toujours su, je dirais, jouer une carte stratégique dans l'espace francophone. Et en même temps, il y a l'Afrique, mais il y a aussi cette possibilité dès lors de s'engager davantage dans cette stratégie économique pour la francophonie que nous menons avec beaucoup de vigueur. Et qui est, voilà, de comprendre que la francophonie, c'est aussi un espace d'échange économique très fort. C'est aussi un espace de possibilités économiques majeures. Nous sommes sur les 5 continents. Nous sommes 84 États et gouvernements. Donc pour tout pays qui veut engager des relations plus fortes, des liens, des partenariats sur le plan économique, soit avec notre portail asiatique, parce que bon, la Corée du Sud, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande font partie de la francophonie. Donc nous nous rapprochons de l'ASEAN, cet espace-là, ou encore avec le reste de l'Europe, ou avec les Amériques. Nous sommes au milieu, en fait, de tout cet espace. Voilà. Ouais. Ou encore avec l'Afrique, l'océan Indien. C'est formidable, c'est un espace de possibilités. Et puis un espace de paix également, ce qui est très important. C'est important, oui. C'est important. Il y a d'autres endroits sur la planète, même sur la planète francophone, qui ne peuvent pas se réjouir de cet espace de paix que nous vivons ici. Oui, et puis la Roumanie contribue beaucoup aussi au maintien de la paix, je tiens à le dire. La Roumanie est là aussi, là où il y a conflit, la Roumanie est une passerelle et un pont important sur toutes les opérations aussi de maintien de la paix, pour ramener la paix. Pas très loin d'ici, l'Ukraine, qui est aussi pays membre de la francophonie, vit une crise qui n'est pas sans
sans répercussion pour l'ensemble de la région. La Roumanie joue aussi un rôle important pour la pacification et la sécurité dans cette région du monde qui, quand même, c'est une région européenne qui a connu aussi des blessures, qui a connu aussi des crises majeures. Et la Roumanie est là aussi, répond présente pour également participer à d'autres opérations de maintien de la paix ailleurs dans le monde. Et ça, vous savez, pour nous, c'est important parce que c'est devenu, c'est au cœur de notre réalité. L'espace francophone est lourdement, durement heurté aussi par des situations, je dirais, de menaces asymétriques, dont le terrorisme. Et nous travaillons déjà depuis plus d'une décennie avec les Nations Unies sur les opérations de maintien de la paix, puisque la moitié d'entre elles sont déployées aussi en environnement francophone, dans des pays francophones. Donc voilà, tout cela fait de nous, je dirais, une organisation internationale, multilatérale, qui répond présente face à tous les enjeux, qui s'est rassemblée aussi des armes de construction massive. Je pense en disant cela à tout notre investissement dans l'éducation et la formation professionnelle. Nous venons de créer un institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Nous avons l'agence universitaire de la francophonie qui rassemble plus de 850 universités dans 110 ou 111 pays. La Roumanie, des universités roumaines en font partie. Nous avons aussi l'université Saint-Gord d'Alexandrie qui, elle, est totalement dédiée avec ses campus décentralisés à appuyer le renforcement des compétences en pays africains. Donc franchement, avec tout cela, nous avons l'Association internationale des maires francophones. Bucarest en fait partie également. C'est plus de 300 villes dans l'espace francophone rassemblées, mettant ensemble, je dirais, leurs expériences et coopérant beaucoup entre elles. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, TV5 Monde est bien implanté ici, RFI et pour France Média Monde est là également. Donc c'est assez formidable lorsqu'on prend conscience de tout ce que nous avons comme force de proposition, d'action et capacité de rassembler ce que nous pouvons réaliser et accomplir dans cette union très forte entre nous, avec cette langue française comme trait d'union, quoi. Merci infiniment, Michaëlle Jean, pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.